Thank you again for visit. So if you want to say something, en anglais, up to you. I can say a few words in English, so we're very happy and very proud that Felipe is here for 2 months in Paris, Cergy, and we're delighted that he talks about Goya. He's been talking about Goya yesterday too. He gave a wonderful lecture yesterday at the Heritage seminar. No, I think you introduced him perfectly, and he's an old friend of mine too, so I'm very glad he's here. So thank you very much. Okay, thank you very much indeed. And thank you very much for the invitation, both to come to Cergy. It's been a pleasure to be here in the last few weeks here in Paris doing my research. Actually, what I'm going to be presenting to you is part of a book that I'm currently writing, and part of it, which I'm saying, is being developed here in Paris. The lecture will be, I think, 65 minutes long. I'm sorry for that. I'm hoping that this subject will be of interest for not only specialists, but also people working on history, even politics. You'll see there's a lot in it. And finally, la dernière chose, je vais le faire en français. Je croyais que c'était mieux. Pour connecter, mais déjà écrit en français. Alors, en fait, je veux remercier Hector et Cécile qui m'ont aidé par la traduction, sans laquelle moi-même je ne pourrais jamais. Alors, le 6 septembre 1792, le Diario de Madrid annonce la publication récente de la Défense des droits des femmes, traduction française de la Vindication on the Rights of Women de Mary Wollstonecraft. Le Diario de Madrid est l'un des rares journaux à avoir échappé à la fermeture de la presse publique ordonnée par les ministres espagnols Florida Blanca l'année précédente, pour éviter, bien sûr, les contagions des événements récents qui avaient bouleversé la politique française. Au cours des années suivantes, une censure féroce, mais toujours couronnée de succès, fut appliquée à toutes nouvelles arrivantes en Espagne depuis l'autre côté des Pyrénées. C'est pourquoi il est particulièrement surprenant que le Diario de Madrid inclut un compte rendu détaillé de la traduction française récemment publiée de Mary Wollstonecraft, bien entendu l'un des textes fondateurs du féminisme européen. Le compte rendu comprenait un résumé détaillé exposant les arguments les plus importants de Wollstonecraft. Premièrement, que l'action publique des femmes se limite à celle que leur confère leur statut ou leur beauté. Et deuxièmement, que le seul moyen pour les femmes de recouvrer les droits en tant que citoyennes et de recevoir la même éducation que celle reçue par les hommes, c'était fondamental. Situation, je commence avec une citation. Car la perfection des femmes dépend de leur éducation et suivant cet objectif, l'auteur, Wollstonecraft, fonde son principal argument sur les raisonnements les plus simples. Empêcher les femmes d'être éduquées et d'être les véritables compagnes des hommes retarderait les progrès des Lumières. Car la vérité doit être commune aux deux sexes. Comme le résument les critiques, la situation incite cependant guère à l'optimisme. Il est pénible d'avouer que l'éducation que les femmes reçoivent actuellement les empêche d'acquérir ces connaissances. Enfin, la revue conclut en rappelant les débats entre Wollstonecraft et Jean-Jacques Rousseau et comment la considération des femmes en termes de leur sensibilité délicate, naturelle, les condamne à une condition d'esclavage. Et esclavage est un terme utilisé à plusieurs reprises par Mary Wollstonecraft et dans cet article. Et je continue à lire. Je déplore que les femmes soient systématiquement dégradées en recevant l'attention triviale que les hommes pensent qu'il est viril d'accorder à leur sexe, alors qu'en fait, ils soutiennent de manière insultante leur propre supériorité. La longue compte rendu de l'ouvrage de Wollstonecraft intitulé Vindication of the Rights of Women
s'étendait sur des articles, un troisième promis par les critiques n'ayant malheureusement jamais été publié, probablement par la censure. Alors que le débat sur les droits des femmes a été lancé en France et en Angleterre à la fin du siècle, d'importantes publications récentes, à commencer par les livres de Paula Demerson sur la comtesse de Montijo, publié en 1978, les travaux plus récents de Monica Bolufer, Sally Ann Kitts, Teresa Ann Smith et Elena Serrano. Toutes ces auteurs ont largement démontré l'existence et la vitalité d'un débat des femmes ou débat sur les femmes mené en Espagne par des figures importantes de l'aristocratie, un groupe de femmes qui aurait réservé un accueil enthousiaste au livre de Wollstonecraft. Une étape importante dans la défense des droits des femmes venait d'être franchie récemment à Madrid. Il s'agit de la demande de quelques femmes d'être acceptées à la Société royale économique des amis du pays, une association influente par la promotion des valeurs de lumière qui n'acceptait que des membres masculins. L'adhésion des femmes se heurta à l'opposition farouche d'une partie importante de l'établissement des Lumières. François Cabarrus, le président français de la Banque espagnole de San Carlos, se montra particulièrement virulente. Cabarrus s'opposa dans la presse à leur acceptation, faisant appel au droit naturel pour remettre en question la participation des femmes à la sphère publique. Je cite. Comment dissimuler la vanité, les caprices, les caractères frivoles et autres petitesses annexes qui caractérisent leur sexe? Si les femmes, pendant leur enfance et leur adolescence, sont des fauteurs de troubles, voire de fatales pour la société. L'exclusion des femmes de la vie publique se fonde, comme on peut le constater, sur des raisons issues de l'analyse de leur sexe. Il conclut. Je ne peux pas trouver un seul objet, pas même un seul, dans lequel les femmes pourraient être nécessaires ou même utiles à la société. Radical. Après plusieurs mois de débats et grâce à l'efficacité de plusieurs femmes de l'aristocratie, en particulier de la duchesse d'Osuna, que nous évoquerons dans un instant, la Junta de Damas, le club de femmes, a finalement été instituée le 27 août 1787. Comme indique le statut de 1794, ses objectifs étaient de soutenir l'éducation tant pour les hommes que pour les femmes et de promouvoir l'amour du travail et de l'industrie, choisi comme emblème dans les activités liées à leur sexe, l'industrie textile particulièrement. Nous sommes maintenant en présence d'un portrait de la secrétaire de la Junta et auteur de ces statuts, la comtesse de Montijo, dans une représentation tout à fait extraordinaire où la comtesse n'est entourée que de ses 4 filles adultes, Ramona, Tomasa, Gabriela et Benita, mais pas de son mari. Un portrait de famille sur la ligne maternelle pour laquelle il n'y a pas de précédent, à ma connaissance au moins, ni en Espagne, ni ailleurs en Europe. La comtesse est représentée assise en train de broder, tandis qu'à sa gauche, l'une de ses filles tient un livre bien en évidence. Quelques années plus tard, l'artiste auquel le portrait a été attribué, Francisco de Goya, a publié à Madrid l'un des commentaires visuels les plus extraordinaires et certainement l'un des plus subversifs sur l'état de la femme à l'époque des Lumières, les caprices, los caprichos, caprices, même si l'œuvre n'a pas de titre. Comme on l'a souvent noté, les femmes sont les protagonistes absolus des caprices, plus de 60%, les montrant dans 3 contextes spécifiques. Premièrement, des scènes de galanterie et de mariage. Deuxièmement, des caprices consacrés à des images de prostitution, ce que l'on qualifiait à l'époque de pornographie, un sujet sur lequel je reviendrai plus tard. Et enfin, troisièmement, la sorcellerie, qui devrait laisser de côté aujourd'hui pour des raisons de temps. Avant d'aller plus loin, il est important de reconnaître
que la distinction entre l'une et l'autre catégorie n'est jamais tout à fait claire. La séparation entre les images de galanterie et des mariages ou des prostitutions, par exemple, est particulièrement floue. Depuis que les spécialistes ont commencé à travailler sur la signification des caprices dans les années 1960, ils ont été systématiquement abordés et interprétés comme des illustrations iconographiques du réformisme éclairé. Les caprices, numéro 14, par exemple, est l'une des gravures les plus explicitement liées à l'inégalité des femmes dans les débats du XVIIIe siècle. Elle montre une jeune femme vêtue de la même robe grecque que les filles de la comtesse de Montijo, la dernière mode venue de Paris. Une longue robe blanche, légère, nuée, juste sur le sein. Les femmes de la gravure est cependant dans une position beaucoup moins confortable. Il est présenté à un vieil homme laide, en équilibre sur ses jambes tordues, qui la demande vraisemblablement au mariage. 3 personnes l'entourent, certaines exprimant la joie, une autre la honte. Cette dernière devant probablement être identifiée avec sa mère. Au bas de ces tempes, la légende «Quel sacrifice», l'exprimant le dégoût en invitant à y répondre. «Quel sacrificio» a traditionnellement été interprété à la lumière des critiques contemporaines sur les mariages arrangés, en particulier les idées exprimées par les dramaturgues Moratín, qui dans des pièces telles que El Viejo y la Niña, représentées à Madrid quelques années auparavant, avait défendu les avantages sociaux généraux du mariage des femmes avec des hommes plus proches de leur âge et de leur statut social, sans intention, comme l'a soutenu René Antioch, qui est le plus important et spécialiste, sans intention de remettre en question l'ordre patriarcal. Dans la conférence d'aujourd'hui, je tenterai une approche différente des caprices, en les considérant en relation avec les débats menés par les femmes, d'une part, et les femmes en tant que mécènes et consommatrices potentielles des images qu'ils comportaient, d'autre part. Pour parvenir à cette conclusion, il me faut d'abord présenter brièvement l'histoire de la réception de ces imprimés. Comme Goya lui a même indiqué en 1823, 300 exemplaires de la première édition des Caprices ont été fabriqués. L'ensemble de l'édition a probablement été autofinancé. Pour des raisons probablement liées à la censure, les tirages ont été mis en vente dans une seule bibliothèque et en 2 jours, il ne s'est vendu que 27 exemplaires. La ruine. Soit moins de 10 personnes de l'édition. Il affirmera plus tard que, je cite, les étrangers sont ceux qui les sont plus désirés. Ce qui, étant donné la provenance de la première série d'exemplaires que nous connaissons, semble être exact. L'un des exemplaires porte, maintenant dans l'écran, porte l'ex-libris d'Emmanuel Godoy, ministre de Charles IV, mais n'a probablement pas été acquis, mais offert en cadeau. Il est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de l'INSH, ici à Paris. L'autre jour, je l'ai énormément. Oh, c'était formidable. Un autre exemplaire, c'est ici. Okay. Un autre exemplaire a été acquis par l'ambassadeur français Ferdinand Guichemardet, dont Goya avait fait l'extraordinaire portrait aujourd'hui au Louvre. D'autres exemplaires qui quittèrent le pays pendant la guerre péninsulaire furent également acquis par des étrangers de part et d'autre du conflit. L'un par les ducs de Wellington, l'autre par Jean-Dominique Vivant, des noms que Goya aurait rencontrés à l'occasion de son voyage, les voyages que celui-ci fit à Madrid pour acquérir des tableaux pour le musée Napoléon, dont il était bien sûr le directeur. Une reconstruction complète des premiers marchés des Caprices doit encore être achevée, mais elle devrait inclure une femme comme la cliente la plus importante, Maria Josefa Pimentel,
Duquesne d'Osuna. Je pense que c'est dans la perspective des femmes, non seulement en tant que sujet, comme cela a toujours été le cas, mais aussi en tant que marché, en tant que public, enfin, et surtout en tant que protagoniste ou agente de débat sur les femmes, que l'extraordinaire ensemble des caprices commence à prendre tout son sens. Mon objectif et mon hypothèse sont doubles. Premièrement, replacer les caprices par rapport au débat houleux sur les droits de la femme introduit en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Et deuxièmement, considérer les caprices comme un acte politique participant activement à la sphère publique pour créer de l'opinion publique. Dans la suite de la conférence aujourd'hui, je procéderai en 3 étapes différentes. Tout d'abord, nous examinerons les femmes qui font les liens entre les caprices et un public féminin, potentiellement féministe. Ensuite, je me pencherai sur un intérêt particulier de ces femmes et des images de caprichos, à savoir la prostitution, que nous verrons dans le contexte de son genre littéraire, à savoir la pornographie. Enfin, je reviendrai sur les liens entre ces discours visuels et les débats sur les droits de la femme en tant que réponse à la violence infligée aux femmes. Pour des raisons qui, j'espère, deviendront claires par la suite, je l'appellerai la terreur. Je commencerai par des femmes elles-mêmes. Si les étrangers constituaient les acquéreurs les plus importants pour les caprichos, les cas des femmes, du moins d'une femme éminente, n'étaient pas moins importants. En janvier 1799, 3 semaines après la mise en vente des caprichos sur le marché, Josefa Pimentel, comtesse de Benavente et duquesse d'Osuna, en a acquis 5 exemplaires. Malheureusement, j'ignore où ils se trouvent actuellement. Si le nombre d'exemplaires est intrigant, 5 exemplaires, c'est beaucoup. Son intérêt pour l'œuvre de Goya n'est pas si surprenant. Goya travaillait pour la duchesse de Suna, pour son mari aussi, mais surtout pour elle, depuis 1786, dans différents genres picturaux. Des peintures d'histoire réalisées par la chapelle familiale dans la cathédrale de Valencia, des portraits individuels ou familiaux, et enfin peintures de cabinet, dont la dernière est peut-être la plus célèbre série, les scènes de sorcellerie, peinte en 1997, qui anticipe clairement le sujet de certains de ces thèmes de caprices. Traditionnellement expliqué en termes de critique de la superstition des Lumières, les scènes de sorcellerie dépeignent un monde horrible de femmes et de terreur. Dans celle que je vous montre aujourd'hui, conservée au Museo Lázaro Galdiano, 5 vieilles sorcières vénèrent un bouc, tandis que dans une autre, 6 vieilles sorcières terrifient un homme qui, vêtu de sa chemise de nuit, s'agenouille en priant pour sa protection. La femme qui a commandé ces peintures pour son cabinet privé dans sa ville périurbaine, les dénommée Capriccio, la même que celle qui a acquis 100 copies de gravures de Goya avant qu'elle ne soit mise sur le marché, a été une figure clé dans les premiers moments du débat sur les droits de la femme, auquel nous avons fait référence plus tôt. Femme d'une éducation distinguée, comme nous le verrons dans un instant, Josefa Pimentel fut non seulement la première à devenir membre de la Société royale, mais aussi la première présidente de la Junta de Damas, comme nous venons de le dire, la première association civique de femmes de l'histoire de l'Espagne. Épouse du duc de Suna et mère de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, là où le combat de Maria Josefa pour l'égalité des droits des femmes apparaît le plus clairement, est un document qui, à ma connaissance, n'a pas reçu d'attention. Il s'agit du programme d'éducation de ces 5 enfants qu'il a fait rédiger par leur précepteur Clémentine et qui, étonnamment, a été publié à Madrid en 1794. Ce document extraordinaire qui s'ouvre sur les noms des 2 filles constitue non pas une instruction pédagogique ou pas seulement, mais aussi et surtout une défense argumentée de l'égalité de l'éducation entre les garçons et les filles, identique dans la forme et dans les contenus. Et je cite, il y aurait, non,
Y aurait-il dans cet auditoire un examinateur si rigide, si envahi de préjugés austères et mélancoliques qui désapprouverait l'éducation des femmes? Un examinateur qui trouverait leur éducation redondante, nuisible ou excessive par rapport aux facultés de leur sexe? Tout comme Mary Wollstonecraft l'avait fait dans sa Vindication of the Rights of Women, que nous venons de citer, pardon, le texte est ici. Le texte que je trouve extraordinaire. Tout comme Mary Wollstonecraft l'avait fait dans sa Vindication of the Rights of Women, que nous venons de citer, le texte suit les questionnements selon lesquels les filles et les garçons, les hommes et les femmes naissent avec des talents différents, offrant à ces enfants un programme précis sur ces sujets tels que l'éthique, la logique, l'économie et les sciences naturelles. L'éthique, la logique, l'économie et les sciences naturelles, concluant par une critique explicite de la pédagogie de Jean-Jacques Rousseau. C'est en quoi je crois le programme de Doña Josefa fait écho de la polémique entre Rousseau et Condorcet, qui avait soutenu Rousseau, le dernier, dans l'Émile, que les garçons et les filles sont de nature différentes et qu'ils doivent donc recevoir une éducation différente. Alors, elle s'appuie dans les idées de Condorcet pour contredire à Rousseau. Il ne s'agit pas d'une coïncidence fortuite. Quelques semaines seulement après la publication des Caprices, la duchesse et son mari, peut-être ici, son mari et leurs 5 fils partent pour Paris où ils resteront plus d'un an. C'est à Paris que les portraits de toute la famille que vous voyez ont été réalisés par Chrétien grâce à la nouvelle technologie du Physionotrace que j'ai retrouvée à la Bibliothèque nationale ici à Paris il y a quelques semaines et qui n'en était jamais publiée. Mais surtout, c'est ici à Paris que la duchesse a commandé une bibliothèque au bibliothécaire parisien Charles Poujon, un projet de bibliothèque idéale qui est composé de 1500 000 titres, ça, 1500 livres. Le projet est livré l'année suivante à Madrid. Celui-ci s'ouvre avec une très courte section consacrée à la religion, où, étonnamment, on trouve les Corans, vous les voyez maintenant, précédant la deuxième plus grande section, celle des livres de philosophie morale, où l'on trouve les œuvres de Condillac, d'Alembert, Condorcet, Montesquieu, mais aussi l'essai de Locke sur l'éducation des enfants. La relation intense entre Josefa Pimentel et Goya peut être mieux interprétée à travers les témoignages de nombreux portraits que la peintre a fait d'elle et de sa famille, parmi lesquels le magnifique portrait de 1796, habillé à l'anglaise, aujourd'hui dans la collection de la famille March, où elle porte un modèle qui est, je crois, une copie de celui publié la même année dans les cabinets de mode, le premier journal de mode de l'histoire, c'est-à-dire une robe glamour et exotique qualifiée de costume à la turque dans l'art journal pour ses ornements exotiques et exubérants que les tailleurs de la duchesse a fidèlement imité. Le portrait de Goya est généralement considéré comme une expression vide de la description aristocratique, mais la passion et la capacité de la duchesse à se façonner elle-même ne doivent pas être sous-estimées. Sous l'Ancien Régime, la mode a toujours été un code, voire un langage, mais après 1789, comme l'ont remarqué de nombreux spécialistes, elle est aussi devenue un marqueur politique éloquent. Josefa Pimentel l'a vite compris et s'est empressé de l'utiliser au profit de son propre agenda politique. Il n'est pas surprenant que les portraits de Josefa Pimentel réalisés par Goya en soient les meilleurs témoignages. Quelques années seulement après le portrait de la collection March que nous voyons aujourd'hui à l'écran, le peintre de Saragossa a réalisé un nouveau portrait de sa commendataire la plus distinguée. Désormais,
sous la forme de gravures. Le portrait que nous allons voir est parfaitement signé en bas et daté de 1794. Il offre une image très différente, voire opposée de la duchesse de Souna. Il la montre avec un corps serré et dénudé, autour duquel elle porte un bande tricolore et un foulard enroulé autour de la tête, à travers lequel, sur les dessus, dépasse une frange de cheveux. Comme Antigone me l'a généreusement fait savoir, cette tenue reproduit presque l'habit masculin porté par Joséphine Beauharnais à son retour de Paris 1791. Revendiquant ses origines martiniquaises, la robe de Joséphine rappelait la promesse de liberté apportée par la Révolution française à la population azervie de la colonie française. Le seul commentaire succinct sur la tenue très similaire de la duchesse de Souna a décrit ses connotations révolutionnaires comme étant probablement involontaires, mais c'est loin d'être vrai. En fait, Josefa Pimentel, duchesse de Souna, a stratégiquement utilisé la mode pour montrer sa sympathie avec certains idéaux révolutionnaires. Avant que Goya ne réalise ses portraits d'elle habillée à la créole, les correspondants français du Moniteur universel publia un article dans lequel il racontait comment la duchesse était apparue au théâtre de Madrid coiffée du bonnet de la liberté, manifestement le bonnet phrygien de la liberté. J'ai trouvé ça dans Retro News, qui me semble une des choses les plus extraordinaires que vous avez ici en France pour la recherche. Lorsque le public a commencé à se moquer, Maria Josefa a enlevé les chapeaux avec humeur, comme les rapportent les correspondants français, et l'a jeté par des filles de son balcon à la salle de spectacle. La provocation de la duchesse surprit la police, qui n'a rien pu faire pour l'arrêter. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'approfondir sur les credos politiques de la duchesse de Souna. Il suffit de dire que son abondante correspondance personnelle, conservée aux archives nationales de Madrid, plus de 800 lettres, dont des dizaines sont échangées avec son bibliothécaire à Paris, Charles Poujon. C'est le matériel sur lequel je travaille maintenant. Ce matériel montre que Josefa avait suivi de près les événements qui se déroulaient de l'autre côté des Pyrénées. En outre, il commença très tôt à constituer une importante bibliothèque de propagande révolutionnaire française, comprenant par exemple plusieurs volumes du Père Duquesne des vers radicalement révolutionnaires qui sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale de Madrid, joliment et soigneusement reliés avec ses initiales gravées en lettres d'or sur la couverture, ce que personne, je crois, n'a jamais remarqué. Cela signifie-t-il qu'un membre de l'une des familles les plus nobles et les plus riches de l'aristocratie espagnole était en fait un jacobin dissimulé et déguisé? Je ne le pense pas. En fait, je pense qu'elle était tout le contraire. Comme le montre sa vaste correspondance, Josefa était une monarchiste convaincue, ainsi qu'une fervente admiratrice de la reine Marie-Antoinette, qui abhorrait bien sûr les récents événements de la Révolution française. Sa présentation publique à la créole montre cependant son identification à un nouveau modèle de femme forte qui avait émergé dans les premières années de la Révolution. Dans ce volume personnel des tableaux historiques de la Révolution française, que vous avez dans l'écran maintenant, publié en 1791, la duchesse avait admiré ces nouveaux modèles émergents des femmes participant à la vie publique. En l'occurrence, la célèbre marche des dames pour ramener le roi de Versailles à Paris, une armée féminine, une horde de terribles Amazones ou bacchantes, selon les tests, une image qui est intimement liée à sa propre bataille personnelle en tant que première présidente de la Junta de Damas, la première association féminine de l'histoire espagnole,
dont il vient d'être fait mention. Il suffit de regarder les contextes dans lesquels le portrait de Doña Josefa à la créole a été publié, une galerie de femmes fortes, Galería de Mujeres Fuertes, une nouvelle édition de la vieille querelle des femmes, genre désormais dédié à la duchesse, où son portrait introduit d'autres personnages bibliques montrant les trophées de leur ennemi masculin, une vieille Marguerite qui avait acquis une nouvelle signification de l'Europe post-révolutionnaire, voir la Judith avec la tête de son ennemi. C'est, je crois, une image explicite de l'action politique des femmes, à la fois féministe, à faute de meilleurs mots, et contre-révolutionnaire, ce qui était possible. Alors que la duchesse de Suriname apparaît habillée à la créole dans l'édition de 1794 de la Galerie des femmes fortes, la défense de la présence publique des femmes suscite de plus en plus le scepticisme et la résistance. La mort de Marat sous le coup de la girondine Charlotte Corday en juillet ne fait qu'accroître l'hostilité des républicains, un événement célèbre en Espagne en évoquant les mêmes modèles de féminité biblique que ceux qui s'encadrent la duchesse. Quelques mois plus tard, en octobre 1793, le club de femmes, ici à Paris, la Société des femmes républicaines révolutionnaires, est contraint de fermer ses portes à Paris en raison de la réticence à céder au contrôle des Jacobins et, enfin et surtout, en novembre 1793, Olympe de Gouges, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, est guillotiné. En 1794, les femmes sont complètement bannies de la participation active et passive à la sphère politique. Ce sont les mots de Joan Landes. Lorsque le portrait de la duchesse de Suriname à la créole fut publié par Goya, le divorce entre le féminisme et la Révolution française était donc consommé et la duchesse pouvait être mieux identifiée au modèle de l'assassin de Marat, dont la meurtre du chef jacobin avait été célèbre à Madrid comme l'acte héroïque d'une Judith moderne de l'Ancien Testament, tout comme les héroïnes qui illustraient les livres que son image introduisait. Si vous voyez cette gravure publiée à Madrid célébrant Charlotte Corday comme une nouvelle Judith de Béthune. Après avoir examiné les profils complexes et les intérêts polémiques de la patronne de Goya, nous allons maintenant nous pencher sur les caprices pornographiques. Les caprices s'ouvrent sur l'une des scènes les plus dérangeantes de toute la série. Le caprice numéro 2 est la première des gravures consacrée à des scènes de galanterie, un groupe qui ne comprend pas moins de 14 gravures entremêlées avec d'autres consacrées plus explicitement à la prostitution. La première étape montre une jeune femme qui tient son bras gauche pour donner à la main à un homme beaucoup plus âgé qui la tient. Une petite marche devant eux semble indiquer l'existence d'un hôtel, ce qui donne à la scène l'allure d'une cérémonie de mariage. Les étampes portent en bas l'inscription « Elles disent oui et donnent la main aux premières venues », un titre qui, comme l'a découvert le spécialiste littéraire Edith Hellman, Goya a emprunté d'une satire misogyne publiée anonymement par Jovellanos en 1786 dans le journal El Censor, dans lequel Jovellanos, alors ministre de la Justice, censurait les femmes espagnoles pour leur moralité décontractée. Rédigé selon les règles d'un genre qui remonte à la Rome antique et qui, historiquement, désignait les femmes comme la cause de la corruption de la société, la satire de Jovellanos accusait les femmes de se marier sans autre raison que de conquérir une liberté personnelle échappant au contrôle parental, ce qui se traduisait, à son avis, par une vie sociale relâchée et des habitudes adultères qui empoisonnaient la vie de la famille et de la société. Depuis que Edith Hellman a découvert la source de son titre, les historiens de l'art ont toujours interprété les estampes comme une illustration iconographique de la satire de Jovellanos,
considérant donc l'image comme une attaque de la méchanceté des femmes, une critique des femmes pour leur tromperie et leur malhonnêteté naturelle. Cette démonstration s'appuie souvent sur les masques que porte la femme et qui semblent être liés à un second masque grotesque tourné vers l'arrière. Une telle lecture aligne Francisco de Goya sur la position sexiste, misogyniste de Jovellanos. Je pense qu'une autre lecture est possible. Pour parvenir à cette conclusion contraire, nous devons d'abord nous pencher à nouveau, non pas sur les textes, comme ça a été toujours fait, mais sur l'image elle-même, ce qui montrera que le texte n'est pas descriptif, comme on l'a considéré, mais qu'il est au contraire ironique. Bien que la femme du Caprice 2 ne semble pas être dans les mêmes positions de vulnérabilité que celle du numéro 14 déjà discuté, elle est toujours entourée d'un groupe de personnages manipulateurs. Son vieux, le terrible palefrenier d'une part, et aussi les trois autres personnages derrière eux, un homme de rieur, un autre personnage hideux, rieur, étrangement habillé, et enfin une vieille femme, apparaissant comme une servante avec les mains en prière. C'est ici, peut-être. Bien qu'il n'ait jamais été remarqué, les Caprices 2 de Goya n'est pas une invention entièrement nouvelle. Et ça, c'est jamais dit. Mais répond, en fait, en la transformant en une gravure antérieure produite en Angleterre dans les années 1740, dans laquelle il a une similarité que je crois est très importante. Je pense qu'il est préférable de réécrire l'étape de Goya comme une parodie interpicturale. Cette estampe illustre une scène de mariage et sans surprise, elle est également satirique. Au centre, une femme donne la main à son fiancé. À sa droite se trouve un homme plus âgé. Comme on pouvait le voir, Goya a transformé le personnage du prêtre célébrant le mariage dans les temples anglaises et celui du marié. Derrière, la position du marié est maintenant occupée par le personnage rieur d'un homme, sa chemise à col pointu s'inspirant probablement à celle du prêtre dans sa source d'inspiration. Enfin, la figure de la servante est très similaire, voire identique. Alors, d'où vient cette gravure? Est-ce que cela a d'importance? Je crois que oui. L'étampe est datée et signée par un artiste britannique, Highmore. Il s'agit d'une des nombreuses gravures d'une histoire graphique illustrant l'un des romans les plus populaires de l'Europe du XVIIIe siècle, Pamela, de Samuel Richardson. Un roman sur l'agression masculine et la violence domestique qui est devenu l'un des best-sellers européens du siècle, un livre publié à l'origine en anglais, mais rapidement traduit dans de nombreuses langues différentes. Premier de deux satires morales écrits par Richardson, la duchesse de Suna possédait dans sa bibliothèque la traduction française des deux romans de Richardson, Pamela et sa suite similaire, encore plus tragique, Clarissa. Il ne serait donc pas surprenant que Goya ait eu accès à ces récits dans la bibliothèque de sa patronne, mais finalement, cela n'a guère d'importance. Les romans de Richardson ont été traduits et publiés en espagnol en 1794, et nous savons, grâce à la liste de ceux qui ont payé une souscription pour Clarissa, que la duchesse, parmi 106 autres femmes, et plus important encore, Francisco de Goya lui-même figurait parmi ses clients et ses lecteurs. Et c'est cela, de manière assez surprenante, l'une des rares choses que nous sachions sur le goût littéraire de Goya. Ceci est important, entre autres, parce que nous savons que Goya s'intéressait non seulement à l'image, mais aussi à son histoire scandaleuse. L'estampe qui a inspiré les Caprices 2 illustre l'épisode final, la cérémonie de mariage, où culmine l'histoire truculente d'un homme vicieux. L'histoire est formidable. L'histoire truculente d'un homme vicieux, Mr. B,
Son nom complet n'est jamais révélé. Il cherche à convaincre la jeune fille d'une de ses serviteurs de céder à ses propositions sexuelles. Au cours de plusieurs volumes et de centaines de pages, Mr. B tourmente sa jeune proie pour assouvir son désir concupiscent. Résistant à toutes sortes de pièges imaginatifs, Pamela réussit cependant à protéger sa vertu pour épouser son prédateur sexuel à la fin du roman. Pour reprendre les termes de Terry Eagleton, qu'il a étudié bien, très bien, il s'agit d'une résolution insultante du combat sexuel qui ne fait que consolider le pouvoir patriarcal. La légende de l'Étampe, qui est en bas, rédigée en anglais et en français, est claire, c'est ici. La cérémonie du mariage, qui s'est faite dans la chapelle de Mr. B par Mr. Williams. Mr. Peters la présente. Jenkins, qui est la servante derrière eux, se tient derrière Pamela et la servante garde la porte. En d'autres termes, la scène honteuse se déroule dans la chapelle privée, sans aucun membre de leur famille respective, et avec pour seul témoin un ami de Mr. B, qui est le témoin. Le prêtre se tient juste devant l'autel, tandis que les serviteurs à l'extrémité droite gardent la porte afin que personne ne découvre l'horrible cérémonie. Le fait que l'histoire de la Pamela ait inspiré l'ouverture des Caprices a laissé des traces dans des autres gravures de la série. Tous deux, de manière frappante, font référence à des épisodes au cours desquels Mr. B, le coprotagoniste du roman, a tenté en vain de violer Pamela avant de l'épouser. Avant de partager ces images, permettez-moi de vous avertir qu'elles sont profondément troublantes. Elles sont pour nous aujourd'hui, et elles étaient aussi, je crois, pour Francisco de Goya. En fait, je crois que Goya renverse la satire en révélant leur narration diabolique. La première, ce que vous voyez maintenant, illustre les moments où Mr. B tente de pénétrer dans la chambre de Pamela avec l'aide insidieuse de son servante, Miss Jervis, qui l'a aidé à se cacher dans l'armoire. S'étant évanoui de terreur dans les bras, Mr. B n'est pas en mesure de consommer ses plans. Lui, la légende se lit comme suit. Pamela, évanouie après avoir découvert Mr. B dans le cabinet. Lui, effrayé, tâche de la faire revenir, tandis Madame Jervis, joignant les mains, jette des cris. Comme pour les caprices précédentes, Goya a de nouveau manipulé différents éléments de la composition afin d'y apporter une réponse. La figure de la femme évanouie est presque identique, tandis que le geste de la femme à l'arrière a été transféré au personnage masculin. Le plus intéressant, cependant, est que Goya appelle son caprice Tantalus, ce qui a toujours laissé perplexe toutes les interprétations de les caprices. En l'appelant Tantal ou Tantalus, l'artiste rappelle le destin tragique du demi-dieu condamné à ne jamais rassasier son appétit de mortel. Une réponse évidente à la convoitise vorace de Mr. B. Dans l'épreuve de l'Étampe, présente aujourd'hui au Métropolitain, Goya avait écrit ce que vous voyez maintenant. ¿Para qué lo intentas? Pourquoi continues-tu à essayer? C'est tout un dialogue critique avec la chose. Un commentaire visuel similaire a lieu avec les Caprices 31, l'un des caprices les plus terrifiants consacrés à la prostitution. Les Caprices montrent une femme qui lève la jambe en enlevant ou peut-être en étirant son bas. Un jeune compagnon la coiffe, tandis qu'un très vieux compagnon est assis à ses côtés et tient un chapelet. La légende, ruega por ella, priez pour elle, est à la fois compatissante et ironique. Ironique, par la vieille femme qui prie et manifestement sont entremetteuses. Compatissante, en revanche, car Goya nous invite à réfléchir à son destin misérable. Comme dans Tantal, Goya répond ici à l'une des gravures de Pamela. Il a également 3 personnages chez Highmore.
Pamela qui se déshabille près de son lit, une femme, Madame Jenkins, qui a convaincu Pamela de partager les lits avec elle, et un troisième personnage caché à l'arrière-plan. Ce dernier est Mr. B, qui a été à nouveau introduit dans la chambre de Pamela, déguisé avec les vêtements de Madame Jenkins, attendant les meilleurs moments pour remplacer sa servante dans les lits de Pamela et perpétuer ce plan diabolique. La légende à laquelle Goya répond dans les Caprices 31 est la suivante. Pamela déshabillée. Madame Jenkins étant déjà couchée, tandis que Mr. B, déguisé sous les habits de la servante et les tabliers sur le visage, attend avec impatience le moment d'exécuter son dessein. C'est terrible. Le fait que Goya ait transformé cette image en une scène de prostitution est révélateur. En associant les images de galanterie, de mariage forcé et de prostitution, elles sont toutes considérées comme des formes différentes d'exploitation ou, pour reprendre les termes de Wollstonecraft, avec lesquels nous avons commencé la conférence d'aujourd'hui, d'esclavage des femmes. Si mon identification de source du Caprice 2 est correcte, alors les lecteurs familiers avec l'histoire de la Pamela de Richardson, parmi eux, bien sûr, la duchesse de Suna, auraient interprété le titre de Jovellanos accompagnant les tempes, elles s'y prononcent, elles disent oui, elles s'accordent leurs mains à leur première venue. Ils auraient interprété cette légende non pas comme une condamnation de la méchanceté des femmes, comme on l'a toujours soutenu, mais plutôt comme un commentaire ironique sur la servilité. En fait, la condescendance des femmes à l'égard de la galanterie des hommes a été critiquée et condamnée comme dénigrante par les femmes impliquées dans les débats sur les droits des femmes en Espagne à la fin des années 1790. En 1798, l'année précédente à la publication des Caprices, une femme d'origine irlandaise nommée Inès Hodges Blake a présenté à la presse madrilène une apologie de la femme dans laquelle elle fait explicitement valoir ce point. Je lis. Je ne peux souffrir patiemment le rôle ridicule que nous, les femmes, jouons généralement dans le monde, tantôt idolâtrées comme des déesses, tantôt méprisées même par les hommes réputés sages. Nous sommes aimés, abhorrés, loués, vitupérés, célébrés, respectés, méprisés et censurés. Inès Hodges considère ensuite l'horreur des femmes qui acceptent le mariage comme un moyen de conquérir une liberté limitée. À cela, Inès Hodges répond « Ne vaudrait-il pas mieux rester célibataire et de donner notre liberté à quelqu'un qui nous ne respecte pas ?» Et permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que c'est à nouveau le mot liberté qui est en jeu ici. L'apologie des femmes d'Inès Hodges introduit la traduction espagnole de Prince Rasselas de Samuel Johnson, un roman anglais, un roman qui défend fermement la nécessité de fonder le mariage sur un lien d'amitié égal entre l'épouse et le mari, faute de quoi le mariage peut devenir, et je cite, l'un des innombrables modes de la misère humaine. Enfin, et ce n'est certainement pas une surprise, l'apologie des femmes d'Inès est dédiée à la duchesse de Suna. Nous sommes toujours dans les mêmes sens. Les gravures comme les Caprices 27, que vous voyez maintenant à la gauche, Quien m'a rendido, semblent faire écho aux préoccupations d'Inès Hodges, de la duchesse, présentant aussi les Caprices comme une œuvre beaucoup plus dialogique qu'on ne le suppose souvent, dans laquelle les femmes ne sont pas seulement l'objet d'une réforme, mais aussitôt des agentes primaires et actives, et par conséquent, des consommateurs potentiels de l'œuvre de Goya. Il n'est pas surprenant que certains des sujets principaux des Caprices traitent également des questions de réforme sociale dont les femmes ont été non seulement l'objet, mais aussi les agents les plus actifs. Il fait ici référence au groupe de la série consacrée à la prostitution, ou plutôt à la pornographie, un terme qui signifie littéralement pornographie, écrire sur les prostituées,
un domaine auquel les caprices 27 est narrativement lié. Comme on le sait, la prostitution était l'un des éléments à l'origine du projet. Dans ce qu'on appelle l'album B, que Goya a réalisé entre 1796 et 1797, et où l'on trouve certaines des idées préliminaires qu'il développera plus tard dans les caprices, la prostitution occupe une place très importante. Prenons par exemple le dessin du Boston Fine Arts Museum, préparatoire au caprice 18, Y se le quema la casa. C'est celui-ci, pardon. Oui. Que Edith Hellman a interprété en se basant sur certains des premiers commentaires écrits comme une censure de l'alcoolisme dans les classes populaires. Le dessin préparatoire de Boston semble offrir une interprétation très différente et intrigante. Les commentaires manuscrits de Goya en dessus identifiant l'homme remontant son pantalon comme un prêtre et son geste par conséquent comme ouvertement sexuel. Quel bon prêtre! Où a-t-il célébré? Peut-on lire en bas dans l'écriture de Goya. Les mystères se dévoilent lorsque nous retournons la feuille et découvrons l'endroit où ce prêtre est abandonné aux réjouissances, une maison close où se trouve une femme accompagnée de deux clients masculins, dont l'un a la main droite dans les parties génitales. Vous le voyez. Alors, je dois remercier le département de dessin du musée de Boston de m'avoir permis de prendre cette photographie au dessin contre une vitre pour rendre cette remarque plus évidente. C'est un dialogue. Il est clair, à mon avis, que certains des caprices brutalement anticléricaux dessinent ou commentent les genres émergents de la pornographie française que, nous le savons, grâce à la surveillance stricte, mais pas toujours efficace de l'Inquisition, a commencé à circuler à Madrid dans les années 1780. Souvent, comme dans ce cas particulier, dans les cercles les plus immédiats de Francisco de Goya. Et je vous montre l'un des plus grands best-sellers de la pornographie française de ces années-là, l'histoire de Dombeux, le portier de Chartres, qui dans les années 1790 était l'un des plus grands best-sellers, comme je dis, du genre. Abondamment illustrées, ces gravures sont également reprises dans les caprices 13, ici, Están calientes, clair dans son dessin préparatoire. Le dessin de Goya sur la pornographie anticléricale française, un genre littéraire qui, comme l'a démontré Robert Danton, était présenté comme étant à la fois libertin et philosophique, sont nombreux et pourraient faire l'objet d'une conférence entière. Si les caprices de Goya répondent à de nombreuses reprises à cette littérature libertine, la plupart d'entre eux s'inscrivent dans le cadre de la pornographie et qu'elle a été comprise à la fin du XVIIIe siècle. La pornographie comme écrit sur la prostitution, écrit sur les prostituées ou sur la façon de réguler le marché du sexe, comme dans les pornographes de Rétif de la Breton ou dans sa suite espagnole éclairée, la proposition de Francisco Cabarrús, 1792, de rétablir et de contrôler les mantebillas ou les maisons closes sur la juridiction locale afin d'empêcher l'expansion des maladies vénériennes. Le projet de Cabarrús, qu'il a dédié au ministre de Justice, déjà mentionné, Jovellanos, préconisait le contrôle sanitaire de la prostitution. Il définissait pour le terme classique de questum facere, fournir un service ou un profit, même si une pratique libertine infâme était inévitable, rendant les maisons closes, selon le terme de Cabarrús, essentielles et indispensables. Précises et indispensables. C'est la perspective inverse, non pas celle du consommateur, mais celle de la victime, qui est adoptée dans certains des premiers dessins de prostitution inclus dans les albums E de Goya. Les folios qui précèdent immédiatement ceux de Boston, les numéros 82-84, sont aujourd'hui dans une collection privée. Celui de gauche, oui, montre trois femmes vêtues d'une sorte d'uniforme en train de tourner. Celui de droite, folio 84, présente des autres femmes vraisemblablement arrêtées alors qu'elles sont suivies dans des soldats armés. Contrairement aux figures de prostituées incluses plus tard dans les caprices, celles-ci sont clairement identifiées.
Sur celle de droite, on peut lire San Fernando. Et sur celle de qui l'accompagne, une note plus longue est inscrite en dessus. Et je lis Pauvres femmes, combien d'autres l'ont mérité davantage? Où les amène-t-il? Qu'est-ce que c'est qui les amène à San Fernando? Le dessin de Goya situe les femmes dans l'une des expériences pénitentiaires créées par les comtes d'Aranda, selon les idées de Beccaria, non pas comme une colonie pénitentiaire destinée à punir les condamnés, mais comme une casa de corrección, une maison de correction pour les internés, sanos y no estropeados, des internés non blessés et sains qui pourraient être réintégrés par la société, les femmes, mais aussi les hommes à qui l'on enseignerait une profession et qui on les mettrait au travail pour les femmes dans l'industrie textile. Dans les années 1780, San Fernando était dénoncé comme étant dans un état déplorable. Les détenus vivant dans des cellules sombres, humides et sans aération. Les conditions inhumaines auxquelles les détenus étaient soumis ont conduit en 1796 à la mutinerie de 500 d'entre eux. Apparemment, l'insurrection est déclenchée lorsque les gardiens ont tenté de raser la tête de certains détenus. La révolte n'a pas été facile à maîtriser, obligeant les autorités à faire venir des troupes supplémentaires de l'extérieur de Madrid pour les réduire. Il est intéressant de noter que c'est né, que 10 ans après, que les initiatives les plus intéressantes sont nées de la Junta de Damas. Je vais parler de l'Association des Señoras pour l'exercice de la charité avec les femmes pauvres, une initiative indépendante organisée principalement par les femmes du Conseil de la Junta de Damas, toutes issues de la noblesse, la plus active étant sa secrétaire, la déjà mentionnée Comtesse de Montijo. L'objectif principal de l'association des señoras était de visiter et d'assister régulièrement les prostituées ou mujeres públicas dans les 3 pénitentiaires pour femmes de la capitale. Comme le décrivent soigneusement ses statuts, l'association, qui a poursuivi ses activités pendant une bonne partie du siècle suivant, devait les aider à refaire leur vie grâce à une assistance spirituelle et éducative régulière pour leur apprendre à lire, à compter, à écrire, en leur fournissant des métiers à tisser, si par prison, et en leur apprenant à s'en servir. Les détenus pouvaient vendre leur travail, des draps pour l'hôpital, par exemple, ce qui leur permettrait de préparer leur retour à la liberté. L'emblème de l'association que vous voyez maintenant est légendaire. Le travail atténue la peine, avec un fuseau entouré de robustes branches d'olivier, opposé à un éventail plié entouré d'épines sèches et acérées, du pan de chêne et entraves. Comme l'a récemment noté Elena Serrano, le dessin de Goya est un commentaire évident de l'emblème de l'association. La légende Como hilan, comme elle frise, est probablement à lire encore une fois comme ironique, ayant même des connotations sexuelles faisant référence à la promiscuité sexuelle qui avait été dénoncée dans les pénitentiaires de San Fernando et que l'association s'était investie dans les contrôles. Le terme pornographie n'avait pas acquis à la XVIIIe siècle la signification qu'il a aujourd'hui. À l'époque de Goya, il ne désignait pas encore la production d'un produit visuel destiné à l'excitation sexuelle, mais plutôt un discours essentiellement écrit, portant sur le marché du sexe. Interprétés dans ce sens, les caprices peuvent être décrits dans une certaine mesure comme une œuvre pornographique, inversant la logique du genre en faisant des corps de prostituées non pas l'objet d'un commerce sinistre, comme le considéraient les penseurs des Lumières, dès que les déjà mentionnés Rétif de la Bretonne ou Francisco de Cabarrús, mais les victimes de la violence masculine. Je crois qu'il est intéressant de noter que les caprices de Goya coïncident avec un tournant dans l'histoire de la réglementation de la prostitution en Europe, qui, comme l'a récemment montré Clyde Blumenzyl, se situe à l'époque de la Révolution française, ouvrant un débat entre réglementation et abolition qui n'a pas encore fini.
Et l'on pourra penser à deux exemples récents de politique abolitionniste, la loi française de 2016 et la plus récente effort espagnol pour adopter une loi visant à criminaliser les clientes, mais pas les travailleurs du sexe. Une proposition socialiste qui était prête à être votée en mai dernier, il y a 6 semaines, mais qui a dû être retirée en raison du manque de soutien, y compris au sein du gouvernement. Et je ne rappelle cet épisode récent et pour attirer votre attention sur le fait que les œuvres de Goya peuvent être considérées comme des interventions dans la sphère publique sur un problème qui relie traditionnellement la prostitution et la modernité et qui continue de hanter les législateurs. Mais si dans les années 1780 et 1790, ce que nous appelons aujourd'hui pornographie était encore essentiellement un phénomène littéraire lié à la littérature obscène, comme le rappelle Walter Kendrick, c'est aussi à cette époque que l'art contemporain a rejoint pour la première fois la bataille pornographique, où le concept moderne de pornographie trouve ses origines. Cela a bien sûr les racines de la Renaissance, mais comme le souligne Kendrick, un moment décisif s'est produit autour de la découverte des fresques lascives en Italie, les fresques d'Herculanum. Ce n'est qu'au moment-là que l'utilisation moderne de la pornographie, empruntée du terme grec ancien pornographoi, appliqué au peintre des prostituées, a déplacé le sens du mot vers le visuel de la manière dont il est encore utilisé aujourd'hui. Bien que cela n'est jamais remarqué, il semble que Goya a également réagi à ces changements de sens. Plus intéressant encore, il a fait en tournant ce satire visuel vers ses consommateurs. Comme on le sait, certains des caprichos considèrent les clients comme les victimes des travailleuses du sexe, faisant la satire du marché comme un mode de corruption qui implique les deux extrémités de ces commerces. Le Caprice 19, dans l'écran maintenant, Todos caerán, ils tomberont dessus, montre en haut une série de oiseaux volants autour d'une femelle qui se tient au sommet d'un arbre comme un appât. Juste en dessous, certains oiseaux sont tombés dans la piège et sont en train d'être déplumés, laissés complètement nus par des travailleuses du sexe en compagnie d'une entremetteuse. L'un des prostituées retire une très longue plume droite de l'oiseau, ce qui implique clairement la castration de l'homme. Bien que l'on ait pensé qu'il s'agissait d'une invention de Goya, il s'agit plutôt d'une parodie graphique d'une image qui était populaire dans la culture visuelle de son époque. Je vais parler des vendeurs de Cupidon, en fresque découverte à Herculanum et publiée immédiatement après dans la célèbre Antiquita, publiée par les rois de Naples, Plutarque, roi d'Espagne, qui était devenu une célèbre allégorie de la galanterie, fait souvent utilisée par l'ornement, vous le voyez, d'éventail des femmes, l'éventail étant à nouveau un symbole ambigu entre la prostitution et la galanterie. Suivant la même logique visuelle que nous avons rencontrée à plusieurs reprises dans la conférence d'aujourd'hui, la réponse satirique de Goya à ce modèle bouge la ligne séparant les commerces de l'amour de la prostitution et en cette façon établit l'action des femmes d'une manière opposée à la réglementation des politiques réformées des éclairés. Les caprices de Goya peut donc être identifié littérairement comme une allégorie pornographique qui, si mon analyse de racines et des contextes de certains des caprices est correcte, sape les intérêts d'un spectateur ou d'un public masculin monolithique. Alors, je passe maintenant à ma troisième et dernière partie, je promets, la terreur. Au cours des 40, mais peut-être 50 minutes dernières, j'ai essayé de montrer que les caprices sont une œuvre beaucoup plus polyphonique que ne les pense généralement. En d'autres termes, les erreurs et les vices humaines qui sont la cible des satires de Goya, sont les termes de l'annonce de la publication dans la presse, incluent les conditions sociales et la vulnérabilité des femmes
dans les termes qui ont été articulés par un discours féministe émergent. Une défense des droits des femmes qui a des racines historiques spécifiques en publics différents et des urgences qui ne s'alignent pas nécessairement sur les politiques réformistes des Lumières. Il s'agit là d'un aspect historiographique que j'aimerais aborder dans les dernières minutes dont je dispose. L'incarcération est, comme nous l'avons vu précédemment, un scénario fréquent pour les femmes dans les caprichos. L'une d'entre elles, particulièrement extraordinaire, est celle du capricho 32. L'une des deux, celle étant entièrement réalisée selon la technique de la coatinte, le fort étant l'une des techniques employées par Goya pour élever les estampes politiques au rang d'une peintre graveur, un maître indépendant et créatif dans les domaines de l'imprimerie. Les capriches est étonnamment pilation, montrant une femme isolée dans la cellule, ses pieds nus, presque du profil sombre d'un rat qui semble être son seul compagnon. La cellule est éclairée que par une lampe suspendue au premier plan, modelant les personnages entièrement en ombre et en lumière. L'artiste a accentué la sensualité de la femme en laissant ces scènes visibles à travers la robe. Ceci est encore plus accentué dans les dessins préliminaires à la craie rouge, aujourd'hui au Prado, où ses longs cheveux crépus descendant jusqu'à sa taille sont également plus clairement représentés. Nous savons que Goya a eu du mal à trouver une solution définitive pour le Capriccio 32, essayant d'abord une alternative dont il n'existe que les dessins préparatoires et une épreuve, où la beauté sensuelle de la protagoniste était combinée avec les décors lugubres. Le dramatisme du caprice doit, je crois, beaucoup à l'œuvre de l'artiste romain Giovanni Battista Piranesi, une référence artistique mais aussi politique. Célèbre, entre autres, pour ses Tarcelli, Piranesi était mort à Rome en 1778. Goya l'aurait d'ailleurs connu personnellement, probablement. Mais les fils de Piranesi continuèrent à publier ses œuvres à la mort de leur père. En 1799, Francesco et Pietro Piranesi sont contraints de quitter Rome et de s'exiler en raison de leur républicanisme jacobin. Les frères Piranesi continuèrent à publier les œuvres de leur père dans les nouveaux ateliers qu'ils ouvrirent à Paris. Il ne sait pas si les ducs ont rencontré les Piranesi lorsqu'ils ont coïncidé à Paris, mais je trouve très intéressant que leur atelier expédié de Paris 23 volumes de leur œuvre au duc d'Osuna. La collection des temples a été saisie par l'Inquisition à Madrid et la duchesse elle-même a dû écrire personnellement une lettre au Saint-Office en 1807 pour lever l'interdiction et permettre qu'elle soit livrée à sa bibliothèque. C'est le document de Charles Archive que je publierai un certain temps. Passons maintenant à un autre et dernier problème. L'identité de la femme représentée dans les caprices numéro 32. Dans l'annonce du Diario de Madrid de 1799, Goya s'est abstenu d'essayer d'identifier des personnages spécifiques derrière des caprices, affirmant qu'il était universel, un lieu commun dans la défense de la littérature satirique. Mais la légende sous-jacente semble contredire cette affirmation. Elle se lit « porque fue sensible », sensible en français, comme si elle s'appliquait à une personne en particulier. Les commentaires écrits de Goya, peut-être écrits à la main, bien que cela fasse encore objet d'un débat, semblent confirmer ces points. Il est probable que ces courts commentaires aient été prévus à l'origine pour être inclus dans l'édition et qu'ils aient été abandonnés par la suite par l'artiste ou par quelqu'un qui suivait ce champ. Celui qui correspond au numéro 22 se lit comme suit. Comme il se doit, dans ce monde, tout ce qui monte redescende. La façon dont elle vivait ne pouvait que terminer ainsi. Goya avait-il quelqu'un en tête, s'appuyant sur les significations ultérieures du sujet avec une certaine Mujer del Castillo? Nigel Glendinning, un des plus importants experts dans l'œuvre de Goya,
a soutenu qu'un crime passionnel documenté à Madrid, où une femme et son amant ont assassiné son mari plus âgé, a dû inspirer Goya. Cette interprétation qui fait du Caprice 32 une condamnation des passions déréglées des femmes reste aujourd'hui incontestée. Une identification très différente et cependant, je crois, beaucoup plus plausible. Elle relie les caprices, d'une part, à des intérêts politiques dépassant les anecdotes paroissiales de la justice pénale madrilène, où l'on cherche généralement les sources des caprices, et d'autre part, à l'attention portée à la liberté des femmes et finalement au débat sur les droits des femmes que j'ai suivi dans cette conférence. Comme je l'ai fait au cours de cette dernière heure, je me pencherai maintenant sur les milieux intellectuels et la bibliothèque de la duchesse d'Osuna pour proposer une alternative. Les poursuites contre les Jacobins pendant l'ère de la terreur sont devenues un sujet important de la propagande contre-révolutionnaire sur les territoires. L'histoire des prisons de Paris de Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, publié à Paris en 1797, est un fabuleux exemple. Il s'agit de 4 volumes richement illustrés, écrits selon les titres, pour servir à l'histoire de la Révolution française et dont la duchesse d'Osuna possédait bien sûr un exemplaire. L'histoire de Nougaret est écrite sous la forme d'un ensemble de témoignages de première main. Et je lis. Il semble à différents endroits de cette narration que l'on voit, que l'on entend les innocentes victimes qui nous racontent leur incarcération, leur souffrance, ou que l'on tente chargé de fer par l'odieux vandale, ou pleure délicieusement avec elles. On admire les gaietés, leur courage sous l'oppression la plus cruelle. Le livre de Nougaret était accompagné de gravures pleines pages illustrant la répression particulière subie par les femmes pendant la terreur. Maman, nous mourrons ensemble, dit celui-là, évoquant de manière dramatique leur enfermement en prison. L'image des femmes incarcérées est devenue un symbole, bien sûr, de la persécution jacobine, à commencer par l'image de Charlotte Corday, attendant d'être guillotinée. Mais aucune autre image de cette scène n'est peut-être devenue plus populaire que celle de Teresa Cabarrús, mieux connue sous le nom de Madame Talion. Fille de Francisco Cabarrús, le même réformateur éclairé qui est déjà apparu plusieurs fois dans la conférence d'aujourd'hui, Teresa s'était mariée en France avant de devenir la maîtrise de Jean Lambert Talion, représentant de la Convention à Bordeaux, où elle devient célèbre pour ses efforts compatissantes visant à sauver les condamnés de la guillotine. Comme on le sait, sur le directoire, Teresa est devenue l'une des principales mondaines et créatrices de tendances à Paris, une image de beauté exotique et de féminité séduisante qui a fait d'elle la cible idéale des caricaturistes britanniques et, comme nous le verrons dans un instant, aussi des libellistes français. Personnalité complexe, Teresa Cabarrús avait participé activement au débat public sur la citoyenneté républicaine en écrivant dans la presse sur des questions telles que l'éducation et le patriotisme, mais plus important peut-être, au moins pour ma conférence, Teresa fut l'une des premières femmes à utiliser la loi sur les divorces adoptée par la Convention en septembre 1792, exécutée comme une conséquence nécessaire des droits des citoyens de la liberté politique. Teresa Cabarrús reviendra 5 ans plus tard pour faire usage de ce droit de la divorce, maintenant pour divorcer des Talions, un droit qui sera sévèrement limité en 1805 et finalement aboli en 1816. Envoyée en prison à Paris en 1713 et libérée seulement après les 9 Thermidor, Teresa a capitalisé ses anciennes infortunes en commandant un portrait désormais célèbre d'elle en prison qui a été exposé au Salon de Paris en 1796. Les tables de Longueville la montrent en prison avec les portraits en graffiti d'un de ses gardiens qu'elle aurait elle-même réalisé sur les murs de la cellule. Et les mèches de ses longs cheveux noirs qui lui ont été coupés pour la préparer à son exécution.
Il convient de noter que plusieurs témoignages contemporains font référence à la façon dont les rats auraient laissé les marques de leurs morsures sur ces pieds délicats. Le titre de Goya, Pour que fue sensible, fait écho à son histoire. Que les nouvelles de l'incarcération de la fille du comte de Cabarrus à la prison de la Force, ici à Paris, sur ordre personnel de Robespierre, a été suivies à Madrid avec autant de froid que de curiosité, a laissé des témoignages très intéressants qui nous rapprochent encore du milieu de Francisco de Goya. Sans surprise, l'intermédiaire est une femme de la noblesse, la marquise de Santa Cruz, Mariana Waldstein, que je vous montre bien sûr l'extraordinaire portrait que Goya a fait d'elle aujourd'hui au Louvre, daté précisément 1798. Les mêmes dates d'un autre des plus beaux portraits de Goya étaient réalisés ces années-là, celui déjà montré de l'ambassadeur de France à Paris, Ferdinand Guichemardet, l'un des premiers clients de Goya. Pourquoi est-ce qu'il m'intéresse ça? Et c'est plus qu'une coïncidence frappante que selon certaines sources contemporaines fiables, en 1799, Guichemardet a peu fait Guichemardet et la marquise de Santa Cruz étaient engagés dans une liaison amoureuse que Mariana Waldstein a peu fait pour garder secret. Ce ne sont pas les ragots qui m'intéressent, mais le fait que Mariana Waldstein, marquise de Santa Cruz, était également peintre. Directrice honoraire de l'Académie royale de San Fernando à Madrid, où Francisco de Goya avait enseigné jusqu'à ce qu'il démissionne en raison de sa maladie au printemps 1787. Les mêmes années, Mariana Waldstein a signé une miniature récemment vendue sur le marché de l'art présentant Madame Tallien, Teresa Cabarrus, en prison, habillée à la grecque, la même mode qu'elle fut l'une des premières à introduire à Paris dans les années 1790. Teresa affiche dans la miniature sa longue chevelure bouclée, symbolique, et écrit de sa propre main ces mots sur le mur de la persienne. La nature, l'âme, l'amour, la mort. Mon analyse du caprice 32 pourrait s'arrêter ici à son identification en tant que symbole romantique de la beauté tragique, mais la signification de Teresa Cabarrus pour au moins quelques femmes de la noblesse espagnole était, je crois, beaucoup plus politique. Permettez-moi de me tourner pour la dernière fois vers Josefa Pimentel, comtesse d'Osuna, et présidente à l'époque de la Junta de Damas, dont la correspondance aux Archives nationales de Madrid avec son secrétaire fait référence en 1799 à leur lecture d'une libelle, la lettre du diable à la plus grande putaine, la lettre du diable à la plus grande putaine de Paris, qui était bien sûr Teresa Cabarrus. Heureusement, le pamphlet a été conservé par la duchesse de Suna et, comme tous les autres textes de la bibliothèque que j'ai utilisés tout au long de cette conférence, il a été soigneusement relié et étampillé de son nom en lettres d'or. La lettre du diable passe en revue la carrière politique de Teresa et continue un texte diffamatoire empoisonné qui attaque Teresa Cabarrus en tant que nouvelle Messaline. Tu sors de captivité. Il n'y a pas de mal. Tu apitoies le public en montrant tes cheveux coupés à la victime. Le diable fait ici référence à la nouvelle mode introduite par Madame Tallien de couper les cheveux courts, la coupe de cheveux également appelée à la titus, pour rappeler leur emprisonnement, mais cela sert d'argument contre son recours au divorce pour obtenir sa liberté. À peine tu es légitimement marié que tu te divorces avec ton époux. Tu réclames une loi qui n'a fait que pour resserrer les nœuds conjugaux et que ne peut solliciter sans rougir. Te voilà donc libre de ton corps, car pour ton âme, il n'est pas compte. Cela ne m'intéresserait pas si l'un des derniers caprices, le numéro 75, montrant une femme et un homme luttant pour dénouer les cordes qui les immobilisent en arbre d'une épouse que des aubépines, n'était pas une critique féroce explicite de l'indissolubilité du mariage. No hay quien los desate, personne ne peut les libérer, lit dans la légende.
un soutien lui direct au divorce, dont la seule voix à l'avoir défendu avait été, sans surprise, celle du père de Teresa Cabarrús, Francisco Cabarrús, ce qu'il fit sans succès l'année 1792 en applaudissant la nouvelle législation votée en France. Une recherche plus approfondie sur ce problème pour lequel le temps me manque aujourd'hui devrait également tenir compte du fait qu'à la bibliothèque des ducs de Chouinard se trouvent certains des premiers textes législatifs sur les divorces. Ce que je dois rappeler avant de conclure n'était légiféré en Espagne que pendant la Première République en 1931 et a été aboli en 1937 pour être réintroduit avec la Constitution de 1978. Alors, c'est une histoire politique qui vive encore avec nous. Conclusion. Il n'est pas très risqué d'imaginer que la duchesse de Chouinard aurait reconnu dans les caprices 32, pour qu'elle soit sensible, non pas une référence au comportement criminel d'une femme adultère, comme je continue à le soutenir, mais au contraire, comme à la résistance des femmes à la terreur jacobine et finalement à leur intervention dans la défense des droits des citoyens, hommes et femmes, citoyens et citoyennes, dans la sphère publique. Venons maintenant en conclusion provisoire. 1 minute. Au cours de la dernière heure, j'ai présenté plusieurs cas dans lesquels, premièrement, les droits des femmes et l'activisme des femmes, deuxièmement, les débats sur la prostitution et troisièmement, la liberté des femmes à l'époque de la terreur et implicitement la législation sur les divorces ont tous été abordés dans les caprices de Goya. Cela signifie-t-il que nous devions aligner Goya sur une défense secrète de cette politique? Goya plaît-il en leur faveur? La réponse, à mon avis, n'est pas aussi simple et elle est probablement plus intéressante. Notre portrait de Goya à l'allure oblique qui ouvre les caprices, probablement l'étape la plus intrigante et pourtant la moins analysée de toute la série, et le meilleur conseil que nous puissions recevoir pour ne jamais prendre la signification de l'estampe au pied de la lettre. L'un des termes que nous avons utilisé à plusieurs reprises pour décrire l'attitude de Goya dans les caprices est celui de l'ironie. L'ironie. Dans une tradition rhétorique qui remonte aux anciens, l'ironie est un mode par lequel l'auteur veut dire quelque chose de différent de ce qu'il dit apparemment. Dans les portraits de Goya, c'est une façon oblique de dire. Dans tous les cas présents à l'écran, par exemple, le numéro 14, que Sacrificio, Goya utilise l'ironie pour soulever la question des limites de la responsabilité des femmes. De quel sacrifice s'agit-il? Se marie-t-elle volontairement? L'épouse doit-elle assumer la responsabilité de sa condition d'esclave? Autant de questions possibles, on pourrait continuer. Le numéro 21, ruega por ella est d'une ironie ambiguë. Goya veut-il dire que l'entremetteuse prie pour elle, comme elle semble le faire avec les chapelets qu'elle tient à la main? Ou c'est nous, les spectateurs, qui devrions éprouver de la compassion pour la prostituée? Enfin, le numéro 32, pour que fouet sensible, présente une femme en prison, condamnée pour la même raison que les philosophes de Lumière ont déterminé les caractères distinctifs des femmes, leur sensibilité. Personnellement, je trouve cette déclaration profondément ironique. L'ironie est fréquemment adoptée dans des situations de surveillance politique sur les contraintes et finalement en cas de censure des constitutions qui, nous le savons, ont toutes mis en péril les productions de caprices. L'ironie permet à l'auteur de dissimuler et de protéger les intentions de l'artiste d'une part, tout en construisant une complicité et éventuellement une solidarité avec un public sélectif et restrictif, en articulant des questions piquantes et critiques et finalement en sensibilisant l'opinion publique à la douleur de ceux qui ne parlent pas leur langue. Et il y a une paraphrase ici, Richard Rorty. Si mon analyse des contextes, des sources littéraires, sociales et visuelles de caprices que nous venons de voir est correcte, ce public restrictif de caprices comprenait des femmes qui n'étaient pas seulement les objets de cette tampe,
leur iconographie muette, telles qu'elles sont généralement considérées par les historiens de l'art, mais aussi certaines des complices les plus importantes des voyous.